Coucou Sarah, bonjour à toutes et tous. Je me permets un petit partage d'écran. Mon nom c'est Alexandre, je suis conseiller en innovation au réseau des CCTT et coordonnateur de programme. Je vais juste prendre 2 petites minutes pour vous rappeler c'est quoi un centre collégial de transfert de technologie. Ben, il y en a 59 sur le territoire. Ça regroupe des experts de différents secteurs d'activité, autant dans l'agriculture, le domaine de la santé, le développement de nouveaux matériaux, dans les pratiques sociales novatrices et notamment aussi dans la transformation numérique. Qu'est-ce qu'on fait les CCTT pour les entreprises? Bon, on vient être l'extension un peu de leur département d'R&D et on peut faire de l'aide technique, de la veille technologique, de la recherche, de l'information pour eux. Donc, on est vraiment là pour les aider dans leurs projets innovants. Le réseau des CCTT est un fier partenaire là, de la MIR. Donc, c'est pour ça aussi, ici qu'on est présent aujourd'hui. Euh, je vais juste prendre une petite minute pour vous présenter un programme d'aide financière qui aide les entreprises là, à accélérer leur virage numérique. Donc, c'est un programme qui s'appelle Mon succès numérique, qui découle de l'offensive de transformation numérique du MEIE. C'est une aide qui est très, très rapide, qui permet de collaborer avec les CCTT. Donc, rapidement comme ça, là, ça permet de financer jusqu'à 50% des honoraires professionnels pour venir bénéficier de l'expertise des CCTT dans leur projet de recherche ou dans leur projet d'aide à la sélection d'outils numériques ou dans leur virage numérique. Donc, je ne prendrai pas nécessairement plus de temps aujourd'hui. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn, Alexandre Boucher-Doddridge. Puis aussi, si vous voulez plus d'informations par rapport au programme, l'admissibilité, les cas typiques là, qu'on finance dans le cadre de ce programme-là, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va vraiment me faire plaisir. Maintenant, ben, je passerai directement la parole là, à Catherine, qui est la chef d'orchestre là, derrière tout ce beau webinaire. Alors à toi, Catherine. Bonjour à tout le monde. Merci Alexandre, merci Sarah. C'est moi qui va vous présenter aujourd'hui le dossier Tendance sectorielle innovante qu'on a réalisé pour les espaces PME Innovation. Vous allez voir, il y a beaucoup d'exemples dans ces dossiers-là. L'idée, c'est pas de rentrer en détail dans chacune des slides puis vous les présenter complètement. C'est de faire un survol, de vous donner un tour d'horizon. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'industries différentes qui sont là aujourd'hui, beaucoup de secteurs d'activité. Vous avez chacun des axes différents aussi, des actions que vous voulez prioriser. Fait que l'idée, c'est de vous donner un survol. Puis selon vos intérêts, selon vos axes stratégiques, vous pourrez aller choisir là, ce qui vous intéresse davantage, puis aller regarder un petit peu plus concrètement. Tous les liens sont fournis. Vous pourrez aussi fouiller davantage les exemples. Pratiquement toutes les informations qui vous sont données aujourd'hui là, datent de maximum 18 mois, 12 mois, 18 mois. C'est vraiment des tendances très récentes. Vous allez voir, il y a beaucoup de projets de recherche et de start-up. Donc, c'est pas des grandes tendances connues, bien implantées. Là. Des fois, c'est vraiment juste des projets de recherche. C'est pour vous donner une idée, là, puis vous donner des inspirations de où est-ce que ça s'en va, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je veux juste vous dire aussi que le PowerPoint que vous allez voir va être disponible, va vous être envoyé à la fin du webinaire à tout le monde, donc vous pourrez y avoir accès sans problème. S'il y a quoi que ce soit, il est aussi disponible sur le site de la MIR. Il y a un endroit où vous pouvez le télécharger. Il y a un mot de passe. Il suffit de remplir le formulaire sur le site de la MIR. Écrivez dans le formulaire de contact, là, dites que vous voulez le mot de passe pour ce dossier-là. C'est moi qui le reçois. Je vais pouvoir vous envoyer rapidement là, c'est quoi que ce soit, mais Clara va vous envoyer les liens de toute façon à la fin. Avant de partir, je voulais aussi vous mentionner qu'on va prendre toutes les questions à la toute fin de l'heure, parce qu'on est beaucoup, puis parce qu'on a beaucoup de choses à vous présenter rapidement. Donc, vous pouvez aller poser au fur et à mesure que vous allez avoir une question, allez dans le bouton en bas de votre écran Zoom, là, il y a un Q&A, Q et A. Cliquez là-dessus, allez mettre vos questions là-dedans, puis à la fin, on va passer au travers, on bossera après-midi, là, ceux qui seront encore disponibles, les autres, vous l'aurez en enregistrement aussi, vous pourrez aller le reconsulter. Donc, voilà, on part, je vous lance ça. Ça va rouler. Donc, go, attachez votre sucre, on part. Ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est 5 grandes tendances, comme on vous a annoncé. Donc, adaptation climatique, production durable, écomatériaux, économie circulaire et repenser la société. Je les ai classées, en fait, je les ai décortiquées en secteurs d'activité, chacune des tendances, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça peut avoir comme influence. Puis vous allez voir, il y a souvent beaucoup d'exemples, beaucoup de stratégies différentes au travers de ces différents secteurs-là. Donc ça, c'est l'ensemble de la présentation qu'on passe aujourd'hui. On commence avec adaptation climatique. Bon, juste un petit rappel, là, comme je vous disais, je ne vais pas tout vous lire. L'idée, c'est de vous donner une idée globale, mais juste pour
voir pourquoi on parle d'adaptation climatique, parce que les changements climatiques ont des impacts dans différents secteurs, puis ont beaucoup d'incidences communes dans différents systèmes économiques, dont entre autres des cycles biologiques qui vont être déréglés, qui vont avoir des impacts sur les rendements de qualité, entre autres. Il va y avoir aussi l'adaptation des espèces à faire. Donc, tout ça, ça peut influencer différentes industries. Puis là, ben, c'est ça qu'on vise là, aujourd'hui, comment qu'on s'adapte à cette nouvelle réalité-là. J'ai mis un petit point en bas, là, nord du Québec et le nord de l'Abitibi vont être probablement ceux qui vont connaître les plus hauts taux de réchauffement hivernaux au Canada d'ici 2050. Donc, on est tous touchés. Il y a des régions qui vont devoir peut-être s'ajuster un peu plus, mais on est tous dans le même bateau. Donc, on commence avec, dans l'adaptation climatique, le secteur agroalimentaire, une des stratégies, produire à l'année. Donc, vous voyez à droite, là, ici, c'est Sweetgreen. C'est une start-up suédoise qui fait des fermes verticales directement implantées dans les épiceries. Donc, ça, c'est déjà en place en Suède et en Allemagne. Chaque plateforme permet de cultiver l'équivalent de 3 hectares de terres agricoles. Puis il y a beaucoup d'IA d'intégrer à ça. Donc, à chaque matin, les employés vont voir dans le système d'IA selon qu'est-ce qui a été acheté hier, qu'est-ce qu'on pense qui avait été acheté, qui sera acheté aujourd'hui en fonction de l'historique des données, en fonction de la saison de l'année, en fonction de la météo aujourd'hui. S'il fait chaud, il risque d'avoir plus de barbecue, etc. Donc, il y a plein de variables. Puis ça permet aux employés de savoir qu'est-ce qu'ils doivent couper comme produit pour pouvoir mettre sur les tablettes dans le supermarché de l'autre bord de la porte. Donc, ça, c'est une grosse tendance. Aussi, d'en produire à l'année, on a des fermes hydroponiques intérieures de plus en plus. On en voit un peu partout, là. Celle-là ici, c'est à Montréal depuis décembre 2023. Ça fait déjà un petit bout. C'est une ancienne usine de textile qui a été remodelée. Actuellement, on cultive plus de 1000 kilos de fraises par mois, 365 jours par année. On parle ici là, de 15 000 plants qui sont en production en tout temps, répartis sur 6 étages. Toujours en adaptation climatique agroalimentaire, on a une autre tendance qui est l'électro-agriculture, peut-être un petit peu moins connue que les deux que je viens de vous présenter. En fait, ici, c'est de remplacer le soleil par l'électricité. La réalité, c'est qu'il y a seulement 1% de l'énergie lumineuse naturelle qui va être absorbée par les plantes pour être transformée en énergie chimique. Donc, le projet de recherche ici, c'est d'essayer d'aller en électro-agriculture, c'est de remplacer la photosynthèse naturelle par une réaction chimique qui va être alimenté par l'énergie solaire. Donc, les résultats de recherche actuellement démontrent déjà que le système a atteint un 4 d'efficacité, ce qui n'a pas l'air beaucoup, mais qui est 4 fois plus élevé que 1 qu'on a naturellement avec le soleil. Puis les expérimentations à date ont été faites avec la tomate et de la laitue. On utilise déjà ces systèmes-là pour les champignons, la levure et les algues. Puis on pourra faire de la recherche aussi pour d'autres aliments qui pourraient être intéressants, dont le manioc, les patates douces, les céréales, etc., qui pourraient utiliser l'électro-agriculture. Une autre stratégie, pollinisation assistée. Vous avez peut-être vu le bourdon du MIT. On en a un aussi au Québec, bourdon mécanique, développé par l'Université de Sherbrooke pour polliniser. Ici, c'est des plants de tomates, le projet qui a été fait. Donc, en fait, le taux d'efficacité des insectes réels va fluctuer à cause de la température, à cause de l'humidité, de la luminosité, ce qui change maintenant beaucoup avec les changements climatiques. C'est aussi le bourdon, un vecteur de propagation de maladies quand il se promène d'une fleur à l'autre. Donc, la solution, c'est de développer un robot qui va détecter par IA et avec de l'imagerie quand est-ce qu'une fleur semble prête à être pollinisée. Puis là, le robot va émettre des ultrasons qui créent une vibration qui vont permettre de polliniser la fleur et on évite les désavantages. Là, c'est de la recherche, c'est très, très pointu. C'est vraiment une fleur à la fois en fonction. Donc, on est dans du début de stratégie. Une dernière, dans l'agroalimentaire, développer carrément des nouvelles ressources, des nouvelles espèces, pardon. Ce projet-là ici, c'est sur les petits fruits, c'est en Nouvelle-Écosse. L'idée, c'est de créer des variétés de petits fruits qui vont être plus résistantes au changement climatique. C'est un projet collaboratif entre 4 provinces. L'idée, c'est juste de chercher à créer des espèces hybrides, de les tester, qui vont avoir une meilleure résistance, puis qu'on va pouvoir utiliser dans le futur pour avoir moins d'impact sur la dégradation de la qualité des récoltes. Dans un autre secteur d'activité en foresterie, vous voyez en haut, là, je vous ai mis ici, là, quand c'est un projet qui est réalisé par le réseau des CCTT, un des CCTT, vous allez voir en haut, là, vous savez qu'il y a de l'expertise là-dedans, que vous êtes capable d'aller chercher. Ici, c'est le CEREX qui a travaillé sur ça, qui travaille en main actuellement sur ce projet-là. C'est sécher du bois avec du CO2.
Donc, ici, c'est une start-up française, Waze, qui a développé cette technologie-là. Puis le CEREX a fait un partenariat avec eux pour pouvoir l'adapter à l'industrie québécoise, pour pouvoir faire des tests avec nos essences nord-américaines qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Les avantages de sécher avec du CO2, on parle d'un cycle de séchage de 2 à 6 fois moins que la méthode traditionnelle. Puis pour ceux qui sont dans l'industrie là, du bois, on parle de moitié moins de retrait radial et tangentiel sur le bois à la sortie. La prochaine étape, c'est là, 2026, ça se passe, c'est débuter la construction du séchoir chez Cerex pour pouvoir débuter des tests sur les différentes essences. Foresterie, un autre projet. On a ici GeoSilva, c'est aussi un projet qui a été réalisé en partenariat avec le CIMI et le CERFO. Je ne vous en parlerai pas, on va sauter cette slide-là. Il y a Vincent Thomas qui va nous présenter du CIMI tout à l'heure, ce projet-là, plus en détail, donc vous aurez l'information. Elle se trouve aussi sur la présentation PowerPoint avec les liens si vous voulez en avoir plus d'informations. Une autre façon en foresterie de s'adapter au changement climatique, carrément la migration assistée des espèces. On a ici le projet DREAM, Desired Regeneration Through Assisted Migration. En fait, pour pouvoir développer des stratégies sylvicoles utiles qui vont nous aider à avoir des meilleures plantations avec les changements climatiques, on est beaucoup freiné dans la foresterie parce qu'on n'a pas de connaissances. On n'a pas d'infos sur quels arbres poussent bien, dans quel contexte. Les vieux de la vieille le savent, là, mais de façon d'avoir des datas là, de grande ampleur pour être capable de faire des scénarios avec l'IA, on n'est pas du tout là. Ça nous manque d'informations. Donc, ce projet-là, c'est de planter des arbres au nord de leur répartition actuelle qui est naturelle pour voir quelles les essences seraient favorables dans des nouvelles régions, puis d'aller prendre justement, OK, dans cette nouvelle région-là, ça serait une essence qu'on ne connaît pas, on va aller chercher les données d'une autre région qui, elle, cultivait cette essence-là auparavant. Puis là, on va pouvoir savoir avec qui échanger des données. Une autre façon de s'adapter, autre que la migration assistée en foresterie, c'est carrément modifier la gestion de nos ressources forestières. Ce projet-là ici, ASCC, c'est une collaboration entre le Canada et les États-Unis. Au Canada, c'est l'Ontario et la Colombie-Britannique qui participent. Donc, c'est une étude multirégionale avec des différents traitements d'adaptation. Donc, on fait différents scénarios. L'image en bas vous montre là, les 3 scénarios qu'on étudie, des scénarios de résistance, des scénarios de résilience, puis des scénarios de transition. On va devoir utiliser un petit peu de tout pour optimiser nos ressources. Donc, l'idée, ça va être de développer des outils pour avoir une meilleure gestion des ressources, puis pour aider la prise de décision dans les travaux sylvicoles. On change d'industrie, toujours dans l'adaptation climatique. On parle de l'industrie de la pêche. Ici, le projet e-pêche, un projet du CIMI également, du réseau des CCTT. Autant que pour les arbres et pour la nourriture, on a des changements d'espèces de poissons dans nos lacs au Québec. Puis on se retrouve avec des espèces envahissantes, puis on manque de données pour être capable de prévenir, de traiter, de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Donc ici, le CCTT a développé un algorithme de reconnaissance d'images des poissons. Puis ils ont développé une application avec ça, une application mobile pour analyser les images hors ligne, parce qu'on s'entend que les bonnes pêches ont souvent pas de 5G. Donc, c'est une appli qui doit fonctionner hors ligne. Comme ça, les pêcheurs peuvent prendre des images, feeder la base de données, puis on commence à avoir un peu plus d'infos sur quel poisson se retrouve où. Puis, c'est ça, c'est la base de tout, c'est la connaissance. Donc, ça fait le tour de la première tendance. J'en ai beaucoup, fait qu'on continue. Je surveille mon temps, je ne vais pas dépasser. Donc, deuxième tendance, production durable. Premier secteur en production durable, bien sûr, ça va être le bâtiment durable. Une stratégie, ça va être plus d'efficacité énergétique. Donc, vous avez ici à l'image en haut à droite, c'est des façades d'immeubles qui deviennent des centrales énergétiques carrément. On a un projet ici de l'Université de Waterloo au Canada. C'est une façade à double pot. Puis à l'intérieur, on va abriter un photobioréacteur qui fait pousser des microalgues. Dans ce cas-ci, c'est des microalgues, mais dans d'autres projets, des fois, ça va être des champignons, d'autres choses. L'idée, c'est de créer une isolation naturelle pour le bâtiment. C'est particulièrement applicable dans des pays avec un climat froid où est-ce qu'on ne peut pas utiliser le toit en hiver. Donc, ça permet d'avoir une isolation plus naturelle avec la façade de côté. Une autre stratégie en production durable pour le bâtiment durable, c'est carrément des matériaux vivants.
Ici, c'est un projet de R&D en Suisse. C'est des chambres d'incubation qui permettent à des cyanobactéries de se multiplier dans des structures de bâtiments, des structures fraîchement imprimées. Donc, vous avez à droite là, différentes structures qui ont différentes formes, qui ont été imprimées en 3D. Puis les cyanobactéries sont apposées dessus et vont se reproduire sur l'infrastructure. Et puis là, on combine ici des matériaux conventionnels avec des bactéries, avec des algues, avec des champignons. Le gel qui est utilisé pour l'impression, c'est un gel imprimable en 3D. Puis au fur et à mesure que les minéraux vont se déposer à l'intérieur du matériau, ça va le renforcer mécaniquement. On parle ici aussi d'un retrait de CO2 dans l'environnement. Donc, ces tests-là démontrent un retrait d'environ 26 mg de CO2 par gramme de matériaux. Pour vous donner une idée de comparaison, là, quand on parle d'utilisation de béton recyclé, on parle d'environ un retrait de 7 mg par gramme de CO2. Pour info, à l'automne dernier, à la Biennale d'architecture de Venise, le pavillon canadien a été monté dans ce matériau vivant-là. Une autre stratégie en production durable, c'est la fabrication additive. Donc, on a vu beaucoup là, au cours des dernières années l'impression 3D. Ça avance, ça évolue. Où est-ce qu'on est rendu ici? C'est un exemple d'impression 3D de précision. Ici, c'est un prototype de robot multifonctionnel par une entreprise suisse qui va combiner une imprimante 3D à une unité télescopique verticale équipée d'un bras robotique. Donc, ça va être capable d'imprimer la structure complexe. Et puis, le bras permet d'accomplir des tâches en plus comme du montage de blocs préfabriqués ou l'application d'isolants. Puis en plus, la modularité du bras, on peut changer l'outil au bout du bras. Ça permet de soit faire de la peinture, soit faire du ponçage. Donc, ça transforme carrément l'imprimante 3D dans une machine qui est entièrement polyvalente. En fabrication additive, toujours, on parle, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, de l'impression de métal. Ici, c'est un projet écossais pour des composants de construction navale. On parle de diminution des délais de livraison de 90% des pièces en utilisant cette méthode-là. Puis une réduction aussi du poids du navire de 13% lors des tests qui ont été effectués. On peut imaginer aussi là, facilement une imprimante 3D de métal qui serait directement à bord du navire, qui peut imprimer des pièces de rechange pendant le trajet en plein milieu de l'océan. Donc, des avantages de coût là, importants ici. Je vous ai fait une petite section, vous allez voir au travers des autres tendances, il y a souvent une petite section réseau. C'est tous des projets, là, c'est plus du réseautage, c'est une nouvelle façon de travailler. Donc, c'est des projets là, qui mettent vraiment là, la force du réseau ensemble. Le premier que je vous parle, c'est la carte du numérique responsable, lancée à l'été dernier, en août. C'est la première du genre en Amérique du Nord. L'idée, c'est de cartographier les organisations, les entreprises, tous les projets qui sont engagés dans une transformation numérique écologique, éthique et socialement juste. Puis là, ben, vous avez une image de la carte là, quand je l'ai pris au moment de faire ce dossier-là en novembre dernier. Là. Ce projet-là va évoluer. Là. Il vient juste d'être lancé. Il va évoluer au fur et à mesure que la communauté va partager ses projets puis va aller s'inscrire dessus. Toujours dans les réseaux, un autre exemple de projet, le projet Impact. Ici, c'est les provinces de l'Atlantique qui ont, avec l'appui du Québec et du CQDD, qui ont développé ce projet-là pour aider à l'adoption des pratiques d'affaires durables dans leur province. L'idée, c'est qu'en mars 2026, là, bientôt, là, à la fin du projet, d'avoir créé un réseau entièrement d'intervenants et d'entreprises qui vont être engagés dans l'adoption de pratiques d'affaires durables. Donc, ils ont développé des ateliers de sensibilisation, ils ont développé des outils d'auto-évaluation, ils ont de l'accompagnement. 100% des entreprises qui ont pris un ou l'autre des services ont demandé de l'accompagnement par la suite pour développer un projet en pratique d'affaires durables. Un exemple de résultat, celui qui a gagné un des meilleurs projets, je pense que c'est l'année dernière, c'est une cidrerie à l'île du Prince-Édouard. Ils ont développé un procédé pour réutiliser les résidus des pommes après le premier pressage pour en faire une autre sorte de boisson complètement. Puis ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont réutilisé en plus les résidus de cette deuxième boisson-là pour faire de la farine de pomme. Donc, on diminue les résidus qu'on jette au compostage à la fin, puis on augmente la valeur de nos propres résidus qu'on peut transformer en produits avec une belle valeur ajoutée. Un autre exemple dans les réseaux, adopter des méthodes plus écologiques par texto.
très simple, aucune technologie, aucune technologie des textos, c'est quand même la technologie, là, mais très de base. Ici, c'est l'Université de McGill qui a monté ce projet-là, c'est d'avoir des agriculteurs qui ont mis en petits groupes de 5 qui échangent des messages sur différentes pratiques agricoles durables pour voir s'ils étaient plus enclins à adopter des pratiques s'il y avait un espace, un groupe à qui en parler. Puis les résultats démontrent que 15 à 18% plus enclins justement à adopter les pratiques que ceux qui n'étaient pas dans le projet. Ici, là, quand on parle de projets à très petite échelle, sans beaucoup de ressources, là, ça, c'est un bel exemple là, de faire quelque chose avec un bel impact avec peu de ressources. Troisième tendance, là, on a fait adaptation climatique, on a fait production durable. Troisième tendance, c'est les écomatériaux. Donc, bien sûr, le premier, ça va être en agroalimentaire. On a beaucoup de choses qui se passent dans l'industrie. Microbilles de drèche, microbilles. Vous avez sûrement vu passer depuis plusieurs années là, un paquet de réglementations sur le microplastique qu'on ne doit plus retrouver. Puis drèche, pour ceux qui savent, mais pour toutes les autres, la drèche, c'est le résidu des microbrasseries de bière. Il y a beaucoup de résidus qui restent après ça. Puis là, on cherche à revaloriser ça. Donc, ça, c'est un projet de recherche qui visait à déterminer si les déchets générés en agroalimentaire pouvaient être utilisés pour faire des microbilles qui remplaceraient les microbilles de plastique en créant des microbilles de cellulose pure à base de la drèche. Donc, les tests ont démontré que oui, la drèche a une résistance nécessaire qui pourrait permettre de développer un paquet de produits, notamment dans la cosmétique. L'autre en dessous, emballage en plure d'oignon. Donc ici, c'est une start-up écossaise qui a développé un emballage qui est très similaire au carton. Vous avez l'image à droite. Les plures d'oignon, en plus, ont des propriétés antimicrobiennes, ce qui contribue en plus à prolonger la durée de la conservation des denrées qui sont emballées dans la pleure d'oignon. L'entreprise travaille actuellement sur un film souple qui pourrait aussi servir à remplacer des sacs de plastique. Le lancement était prévu là, de cette start-up-là à fin 2025. Là, donc, c'est à ses débuts. Là, je ne pourrais pas vous dire où est-ce qu'il en est, où on en est depuis, mais vous avez le nom si vous voulez aller vérifier. Un autre exemple en agroalimentaire, c'est de l'impression 3D de marques de café. Ça ici, c'est un projet de recherche de l'Université de Washington. L'idée, c'est d'injecter des spores de champignons réchis dans du marque de café. Ça produit des pièces qui vont être légèrement plus lourdes que le polystyrène, mais à peu près aussi solides et résistantes que le polystyrène, là, ça vous donne une idée. Mais la densité est similaire au carton. Et puis, les résultats ont démontré que le projet, les structures développées étaient entièrement compostables et comestibles et parfaitement adaptées aux matériaux d'emballage. Donc, c'est une belle piste aussi pour remplacer des choses polluantes par des résidus qu'on ne valorisait pas avant. Bon, ça, c'est en agroalimentaire. Maintenant, on va dans le secteur de la bioéconomie. Plastique d'algues. On a une recherche de Virginia Tech ici qui veut combiner la biomasse d'algues avec des composants chimiques courants. La technique a permis de réduire la synthèse du plastique de 2 jours à seulement 1 heure et demie. La technique est aussi généralisable à de nombreux autres matériaux. On parle ici d'algues, là, mais ça pourrait être des déchets agricoles qui pourraient être utilisés pour faire ce plastique-là. Et puis, un des gros avantages du plastique, c'est qu'il peut être facilement remodelé pour obtenir d'autres formes. Donc, on peut le récupérer, puis on peut le réutiliser à d'autres fins. Toujours en bioéconomie, on parle de matériaux d'emballage vivants. C'est un projet de recherche en Suisse ici, où est-ce qu'on a utilisé 2 substances de mycélium. Donc, il y a eu différentes retombées. Le matériau pourrait soit servir d'émulsion pour 2 liquides qui normalement ne se mélangeraient pas. Il est aussi comestible. Puis, il serait possible de fabriquer une fine feuille résistante aux déchirures qui s'apparenterait au plastique, comme vous voyez à droite. Donc, en plus de faire l'emballage, ça permet de faire des sacs qui vont composter eux-mêmes le déchet organique qu'ils contiennent. Donc, ça contribue à la décomposition. Le dernier exemple en bioéconomie, une tuile de champignons imitant la peau d'éléphant. C'est une étude publiée en février l'année dernière par une entreprise de Singapour. C'est des tuiles de champignons dont l'objectif est de réduire la chaleur dans les bâtiments sans consommer d'énergie. Donc, ça limite la texture bosselée et ridée de la peau d'éléphant, qui est une façon pour l'éléphant de se rafraîchir.
Puis ça a été fait avec un biomatériau combinant le réseau racinaire de champignons, qui est le mycélium, avec des déchets organiques. Dans ce cas-ci, pour ce projet de recherche-là, on a utilisé des déchets de bambou qui provenaient d'un manufacturier de meubles à côté, mais ça pourrait être autre chose. Donc, c'est aussi une autre belle façon là, d'avoir un impact sur des écomatériaux. Euh, quand on a des climats chauds, plutôt que quand on a le problème du froid, pas de toit en hiver. Euh, Quatrième tendance, économie circulaire. Donc, ici, je vous ai sorti première stratégie, disons, valoriser ses résidus. Donc, on a différents exemples dans différents secteurs. Reconsommer les drèches. Encore une fois, les drèches, là, c'est très à la mode. Il y a beaucoup de choses qu'on cherche à faire avec ça. Dans ce cas-ci, c'est une start-up britannique qui a utilisé de la chimie supramoléculaire pour fabriquer plusieurs protéines à base de drèches de brasserie imitant les protéines animales de cuir. Donc, l'image que vous voyez à droite, c'est pas du cuir, c'est un sac à main qui a été fait avec les résidus de drèche. C'est une alternative, c'est robuste, c'est souple. On peut faire des produits. Là, donc, la start-up, c'est ça qu'elle veut faire. Elle a une ligne de sacs ou de produits qu'elle veut réaliser avec ça. Puis la couleur va être en lien avec la couleur de la bière qu'on a faite. Dans ce cas-ci, le sac à main, il est noir. C'est parce qu'on a utilisé de la drèche de Guinness. Si on utilise de la drèche de IPA, on va avoir un faux cuir qui va être plus brun. Donc, ça a un impact là, sur le produit. On peut faire plein de choses à partir de ça avec l'imagination. Une autre façon de valoriser ces résidus dans l'économie circulaire, du coton fait de résidus agricoles. Ici, c'est une étude de Suède. On a utilisé la paille de blé, les enveloppes d'avoine pour produire des fibres textiles cellulaires pour réduire la dépendance au coton et au bois, qui sont déjà deux ressources naturelles très, très utilisées. On essaie de trouver des alternatives. La méthode utilisée, c'est du pulping soda ici, qui nécessite beaucoup moins de produits chimiques, puis qui est beaucoup plus simple que de l'extraction de cellulose forestière normalement. Parmi les résultats, les résidus qu'on a testés dans cette étude-là, on parle de paille de blé, comme je vous ai dit, mais aussi de pulpe de pommes de terre, de pulpe de betterave sucrière. Puis on pourrait l'appliquer à d'autres choses. Là. Déjà, on pense à pouvoir faire des tests avec simplement de l'herbe des champs pour faire une alternative au coton. Une autre façon dans l'économie circulaire d'avoir une stratégie, flux secondaire, maximiser ses flux secondaires. Ici, vous avez le brocoli. Donc, c'est un projet de recherche allemand sur 3 ans, lancé en août 2024. L'idée, c'est d'éviter des pertes alimentaires pour développer des nouveaux aliments. En réalité, quand on cultive le brocoli, on récolte seulement 30 de la plante. Il y a 70 qui reste inutilisé. Ce que vous voyez sur la photo, c'est du résidu qu'on valorise pas du tout. Donc, le projet de recherche sur 3 ans vise plusieurs objectifs. De un, produire des nouveaux aliments, par exemple pesto, soupe, etc., tout ce qu'on pourrait faire d'autre. De aussi calculer l'empreinte carbone de l'utilisation des flux secondaires pour avoir une idée de l'impact que ça peut avoir. Puis, il y a tout un volet marketing et acceptation sociale en réalisant des sondages auprès des consommateurs pour voir ça serait quoi leur perception de consommer des produits de flux secondaires comme ça. Un exemple plus près de chez nous, du veau de Charlevoix passé au cuir de Charlevoix. On a une entreprise ici à la Malbaie qui vendait de la viande de veau, puis qui maintenant récupère aussi les peaux de ces veaux en cuir. La situation, c'est qu'il y a juste 41 de l'animal vivant qui a une valeur commerciale réelle. Pour la plupart des autres entreprises, le reste est très faiblement valorisé ou jeté. Donc ici, ce que l'entreprise de la Malbaie a décidé de faire, c'est plutôt de grossir, puis de vendre de plus en plus de viande, puis de devenir plus gros. Il a décidé, il dit, ben moi, j'aimerais ça garder la même quantité de veau que j'ai, mais augmenter mon 41 d'utilisation pour pouvoir avoir un meilleur rendement, mais avec la même quantité d'animaux. Donc déjà, avant de commencer le projet de récupérer les pots, c'est juste une petite étape dans son projet à long terme. Il récupère entièrement ses résidus de désossage. Il fait avec ça des savons, des bougies, des baumes, des gâteries pour chiens, etc.
Donc, vraiment une amélioration de sa rentabilité. En 5 ans, le volume de veau qu'il vend a été réduit, puis sa valorisation des déchets est passée de 26 à 29%. Puis c'est intéressant de mentionner ici que celui qui l'a aidé à tanner ses pots de veau, c'est un CCTT, Écofonde Boréal. Il voulait le faire dans une optique verte, puis il n'y avait aucune entreprise privée qui faisait du tannage de peau sans produits chimiques. Donc, un bel espace ici pour le CCTT de développer la meilleure technique à faire pour l'utilisation de ces peaux, puis prouver que ça fonctionne, puis trouver c'est quoi la meilleure recette pour qu'éventuellement, après ça, le marché privé puisse le reprendre. Donc, il a travaillé ici là, avec un des CCTT pour pouvoir arriver au bout de son projet avec une situation que le marché privé offrait pas. Une autre stratégie en économie circulaire, redistribuer ses pertes. On a un bel exemple ici de tartinade à sandwich de Moisson Montréal. Euh, Ça, c'est triste quand on lit, là. C'est Moisson Montréal qui recevait des dons de charcuterie dans un format qui le rendait impossible à redistribuer dans ses 300 points de vente. C'était des trop gros formats, c'était du vrac. Il n'y avait pas les outils, l'équipement nécessaire pour refaire des portions puis renvoyer ça à ces 300 organismes. Puis on avait d'un autre côté les fermes PB qui, eux, fabriquaient du tofu puis se retrouvaient avec beaucoup de produits, de sous-produits de tofu qui n'étaient pas capables de valoriser. Donc, ils ont fait un partenariat, Ferme PB, qui est en Montérégie, qui maintenant transforme plus de 1000 kg par semaine des résidus de la charcuterie, des dons de charcuterie que Moisson Montréal y envoie, et qui mélange avec ces sous-produits de tofu qu'ils ne valorisaient pas, qu'ils jetaient, et qui en a développé une recette pour faire une tartinade qui, lui, a les équipements pour les mettre en format que le Moisson Montréal est capable d'utiliser, qui les renvoie à Moisson Montréal. On parle ici, là, plus d'une tonne de déchets déviés chaque semaine des poubelles et 100% maintenant des dons de charcuterie de Moisson Montréal trouvent preneur. Avant, on était à 4%, donc 96% des dons de charcuterie qui se retrouvaient au vidange juste parce qu'on n'était pas capable de les utiliser. Là, ici, c'est un bel exemple de redistribuer ses pertes. D'autres petits exemples plus simples, ça, dans notre quotidien, vous avez dû en voir là, plein d'applications qui se développent. Too Good To Go est un exemple, c'est une entreprise de Copenhague qui a monté une application pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Celle-là s'adresse aux entreprises locales, à des commerces qui mettent en disponibilité pour une fraction du prix leurs produits invendus à la fin de la journée qui normalement iraient au vidange, qui ne pourraient pas revendre. Par exemple, un magasin de sushis, là, à la fin de la journée, qui a fait trop de sushis, puis le lendemain, il ne pourra pas les revendre. Fait que 2 heures avant la fermeture, il les met en vente sur l'application à une fraction du coût. Les gens savent que tu ne payes pas cher, mais il faut que tu ailles les chercher entre telle heure et telle heure. Puis, ben, au moins, on n'a pas les pertes là, qui s'en vont au vidange. Ça, c'est pour les petits commerces. Il en existe plein pour d'autres choses aussi. Il y a Food Hero qui fait la même chose avec les épiceries. Quand les aliments arrivent proches de la date d'expiration, ils les congèlent, ils les mettent sur l'application, on les revend à une fraction du prix, les gens peuvent aller les chercher, ils savent que c'est des produits sur le point d'être expirés qui doivent être consommés rapidement. Toujours ma petite section réseau. Ici, section réseau pour économie circulaire. On parle d'un projet ici, c'est Écosystème d'économie circulaire. C'est le Cégep de Jonquière qui a lancé ça en mai 2024. L'idée, c'était de rassembler les acheteurs et les responsables de la disposition des biens de la région sur une même plateforme pour voir s'il n'y avait pas des gens qui jetaient des choses que d'autres auraient pu avoir besoin puis que vu qu'on ne se connaissait pas, on ne savait juste pas. Donc, l'idée, c'est d'allonger la durée de vie d'utilisation des biens puis réduire les coûts d'acquisition aussi pour les petits organismes. Résultat, babillard d'annonces virtuelles, on a fait ça très simplement. Un autre bel exemple avec peu de moyens, un babillard d'annonces qui a utilisé la plateforme gratuite Miro, où est-ce que les gens pouvaient juste se créer un compte, aller mettre les biens qui n'avaient plus de besoin, puis les autres pouvaient aller regarder lesquels ils voulaient. Puis depuis le lancement, là, quand j'ai fait le dossier à l'automne, là, on parlait déjà d'une dizaine de maillages qui avaient pris forme dans le cégep autour de la région pour pouvoir revaloriser des biens qui auraient fini normalement à l'écocentre ou aux déchets. En termes de réseau, il y en a beaucoup aussi d'autres. Je vous en ai mis quelques-uns avec des petits résumés là, d'où est-ce qu'on s'en va. On a une certification aliments circulaires. C'est l'Université de Sherbrooke avec des partenaires qui travaillent à créer une appellation réservée aliments circulaires. On a plateforme de valorisation et de mutualisation. On a le CCTT qui est le CTTEI
Synergie Laurentide, la Cré Montérégie, puis d'autres partenaires aussi qui développent à créer et diffuser des outils pour simplifier la mutualisation d'équipements et d'infrastructures entre les entreprises. On a pêche et aquaculture circulaire. On a aussi plusieurs partenariats ici, dont Marinov, qui est un CCTT, qui vise à développer des outils de communication et de vulgarisation pour la circularité dans l'industrie de la pêche et de l'aquaculture. Un autre exemple, c'est production alimentaire solidaire et circulaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a ici aussi plusieurs partenaires qui travaillent à développer des modèles de gouvernance puis identifier les conditions nécessaires à la pérennité des productions alimentaires sociales au Québec. Donc ça fait le tour pour la 4e tendance. Il me reste 5 minutes, je suis dans les temps, c'est bon. Dernière tendance, repenser la société. Ici, je commence tout de suite avec ma petite catégorie fétiche réseau. Quand on parle d'économie sociale, là, souvent, les réseaux vont avoir beaucoup plus d'impact. Donc, le premier projet que je veux vous présenter, c'est la cartographie des distributeurs régionaux. C'est important de dire ici que c'est juste une première phase. Ça a été lancé récemment en février, il y a 1 an exactement, en fait. L'idée, c'est d'identifier facilement les distributeurs qui vont privilégier les produits québécois. Puis de créer la première phase, de créer une boîte à outils destinée aux producteurs transformateurs pour les aider à les connaissances de marché, c'est quoi leur capacité de production, c'est quoi leur capacité logistique, les aider en vente et négociation, etc. Donc vraiment pour que les gens commencent à se connaître, puis il y ait des réseaux, des chaînes d'approvisionnement qui puissent se développer au travers de ça. C'est juste une première phase, cartographier c'est qui est dans ce secteur-là, puis c'est qui est intéressé, c'est la première étape, mais les suivantes vont être très importantes. Ça va être d'offrir les prochaines étapes, d'offrir des solutions plus concrètes et durables aux enjeux d'accessibilité et surtout de logistique qui sont très difficiles au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Un exemple, ensuite, aussi en réseau, j'ai mis Tétro Village, là, c'est une initiative circulaire d'un quartier à Montréal, mais ça, tout le monde en connaît, vous en connaissez dans votre ville, dans votre région, dans votre quartier, il y en a vraiment beaucoup qui se développent. L'idée, c'est d'avoir un espace multifonctionnel offert à soit sa ville, soit son village, soit son quartier. Dans celui-là, ici, il y a un restaurant qui va favoriser aussi les aliments locaux et les alcools locaux. Il y a un frigo communautaire. Ils ont fait un partenariat avec une friperie qui permet d'aller porter ses vêtements usagés, de racheter, etc., de faire rouler. Donc, ça, c'est un bel exemple, mais vous en connaissez plein d'autres, là. Ça pullule. Exagrange, un autre bel exemple de réseau, celui-là plus au niveau B2B, puis c'est dans l'industrie agricole et forestière. C'est une plateforme Internet libre de location de pair à pair de matériel, d'outillage et d'équipements agricoles et forestiers. Vous avez là, à droite un print screen là, de la plateforme. Il y en existe d'autres, là. Je sais qu'il y en a d'autres qui se sont développés aussi. Celui-là vient de Chaudière-Appalaches, mais c'est disponible partout au Québec. Vous pouvez aller regarder si vous avez besoin d'un équipement. C'est pour être capable d'augmenter le taux d'utilisation de l'équipement qu'on a. Donc, vous êtes capable d'aller louer une pépine pour 2 heures, si vous voulez, par exemple. Une autre belle stratégie dans repenser la société, là, on va ailleurs. On est dans revitalisation, j'ai appelé ça revitalisation, mais on parle de revitalisation de quartier, revitalisation d'immeubles, revitalisation de données dans le sens de redonner une deuxième vie. Le premier exemple que je vous propose ici, c'est construire pour déconstruire. On parle beaucoup de déconstruction plutôt que de démolition. L'étape suivante, c'est de revenir avant, en fait. C'est de penser au moment de la construction, qu'est-ce qu'on va faire quand on va arriver à l'étape de déconstruction. On parle ici de la bibliothèque du Mont-Laurier qui va permettre de reconstruire un bâtiment ou un autre en réutilisant les éléments structuraux dans un autre projet. Donc, dans le plafond, là, que vous voyez l'image, vous avez une belle idée de qu'est-ce qu'il y en est. En fait, parce qu'ici, on a utilisé un assemblage de plusieurs petites pièces répétitives. On a pris du 4 pieds parce que dans l'industrie, c'est standard. On est capable de faire du 4, du 8, du 12 facilement avec cette pièce-là. Donc, on a plusieurs opportunités. Puis ça va éviter d'engendrer des pertes. C'est entièrement démontable en fin de vie. On peut carrément déconstruire la bibliothèque puis la reconstruire ailleurs, ou on peut déconstruire la bibliothèque et construire une école. On peut faire d'autres choses avec. Donc ça ici, là, c'est le premier en son genre au Canada pour un bâtiment institutionnel. On a un autre exemple ici en reconversion qui utilise l'IA.
C'est une ancienne usine sidérurgique là, aux États-Unis qui était vacante depuis près de 30 ans. Ce qu'on voulait faire, c'était des logements, mais en construction modulaire, en utilisation des biomatériaux et surtout en utilisant l'IA. Donc, l'outil d'IA a permis d'ajuster et d'analyser différentes conceptions idéales. Vous avez à droite là, l'image de différentes conceptions, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, de faire des tests d'impact sur le bruit, de mesurer le carbone aussi opérationnel. En termes de résultats, on parle de réalisation du projet initial, là, la conception qui a pris 6 heures au lieu de 2 semaines. Les unités modulaires qui ont été assemblées en seulement 10 jours. Puis le biomatériau aussi qui a été utilisé, c'est myco-composite, donc du mycélium. On parle d'une façade en ça qui a été cultivée en mycélium en 7 jours. Donc, ça fait une façade de bâtiment qui est carboneutre. Je vous ai mis en haut que le CIMI aussi a un projet intéressant qu'ils ont réalisé avec le port de Québec. Je crois que Vincent va vous en parler tout à l'heure, donc on va aller rapidement là-dessus. Dernière tendance, dernière tendance, dans Repenser la société, bien-être de la population, tout ce qui est bien-être, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus, milieu de vie intergénérationnel, Pax Habitat Joliette, milieu de vie où est-ce qu'on a des aînés, des religieuses, des laïcs, on a un CPE, on va avoir bientôt aussi des étudiants, donc l'idée c'était qu'il y avait les religieuses qui auraient plus besoin de leur bâtisse, mais qui voulaient s'assurer qu'on prenne soin de leur fin de vie, puis voulaient faire un leg à la société, à leur environnement. Donc, on a construit là-dedans des logements à faible et modeste revenu. On a des logements en RPA catégorie 1, on a des chambres en RPA catégorie 4, on a des places en garderie, on a un parc, un bistrot, des salles communes. Puis en 2026, là, on est en train de retravailler le monastère aussi pour qu'il puisse accueillir des logements pour les étudiants excusez, du Cégep de Joliette. C'est géré par une entreprise d'économie sociale avec une cinquantaine d'employés. Complètement ailleurs, surveillance par contexte. Start-up de Montréal qui transforme l'IA prédictive en outil de surveillance sans intrusion dans la vie privée. Donc ici, on parle de capteur domotique, mouvement, humidité, ouverture de porte, température, vibration, qui envoie des données binaires 1-0, porte ouverte, porte fermée, déplacement, pas de déplacement. Puis la technologie va reconstituer la routine d'une personne sans la voir, qui va permettre de détecter des choses inattendues, des anomalies. Par exemple, si on se rend compte que l'IA va se rendre compte que dans ce logement-là, la personne prend normalement une douche de 14 minutes, puis là, aujourd'hui, ça fait 25, et on ne détecte aucun mouvement dans la chambre de bain. Alerte. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, là. Les familles vont recevoir des alertes. On peut aussi voir avec les personnes en charge de la résidence. C'est en cours de déploiement actuellement dans 300 unités dans un complexe au Québec. L'entreprise travaille à développer quelque chose qui est plus prédictif. Là, on regarde qu'est-ce qui se fait là, mais on voudrait pouvoir prédire la dégénérescence de quelqu'un en se rendant compte qu'il y a moins de déplacements, il y a moins de douches, etc. On a moins d'ouverture de portes de frigidaire. Puis là, le médecin, après, est capable d'analyser la dégénérescence ou la sénilité, le précoce qui pourrait commencer. Dernière slide, j'arrête après ça. Bien-être de la population au travail, des initiatives qui sont développées au SBL sur les bonnes pratiques en santé de mieux-être au travail, destinées aux gestionnaires pour les accompagner au bien-être de leurs employés. Un autre en santé financière, Kira Technologies, une solution de Montréal. On parle de santé mentale, santé physique, santé financière, c'est un gros morceau. Donc, cette application-là, c'est un coaching personnalisé pour aider les employés à gérer leur santé financière. Je vous ai mis à la toute fin, vous allez avoir toutes les sources. Moi, je n'ai pas créé de contenu. Si vous voulez aller voir plus d'infos sur quoi que ce soit, je vous les ai mis par section, par tendance. Donc, vous avez les informations, vous pouvez aller tout ce qui est bleu, là, c'est cliquable, vous pourrez aller regarder. Voilà. J'espère qu'il n'y a personne qui vient dîner. Sur ce, je passe la parole à Nadia du CIMI pour qu'elle puisse vous présenter les services de société. Donc, bonjour, je m'appelle Nadia, je travaille au CIMI. Je suis directrice du développement d'affaires et marketing au CIMI. J'ai un gros 5 minutes pour vous présenter le CIMI. Donc, je saute dans l'arène vu que ça va être très court. Alors, comme vous l'avez compris, le CIMI, c'est un CCTT. On fait partie des 59 CCTT. On est en imagerie et expérience interactive. On est situé sur le campus de Sainte-Foy à Québec et on soutient les entreprises et les organisations dans des solutions technologiques numériques avec de la recherche et du développement appliqué. Et on existe depuis 2008.
Donc, nos services, recherche et développement appliqué, donc comme vous l'avez compris, on est un centre de recherche, on fait du transfert technologique vers l'entreprise ou des organisations pour que vous ayez des solutions clés en main et des solutions technologiques numériques. Nous avons aussi pour ce faire et pour vous aider dans ces projets-là des aides et des accès au financement fédéral et provincial assez avantageux. Nous avons aussi de la veille et du conseil technologique en amont où, durant vos projets, on vous accompagne. On peut aussi voir les nouvelles technologies si vous avez des questions, si vous êtes un peu perdu dans toutes ces technologies avancées qui, en fait, progressent très vite en ce moment. Donc, on débroussaille tout ça pour vous et on peut vous donner des rapports aussi par rapport à ça. Alors, nos champs d'expertise, comme vous le voyez, sont multiples. On va de l'intelligence artificielle à la modélisation, à l'ingénierie 3D, à la vision numérique, analyse d'images, les objets connectés, tout ce qui est expérience immersive, donc RA, RV, simulateur, jumeaux numériques et aussi ce qui est application web et mobile. Et comme vous le voyez, on est du coup transversal à tous les domaines d'application, donc à beaucoup d'industries, vu la panoplie d'expertise que nous avons, tout en essayant de respecter bien sûr les autres champs d'expertise des CCTT. Alors, par rapport à la maturité technologique des projets auxquels on travaille, vous voyez, c'est assez large. On va de la preuve de concept jusqu'à la commercialisation. Pour un CCTT, quand même, on en prend large, mais vous voyez, du TRL 3 à 9, on se situe en fait entre ces deux-là. Donc, on peut commencer à 3, mais on peut aussi commencer à 5, 6, 7, selon le besoin. Alors cette slide, c'est vraiment pour démystifier ce qu'est un CCTT. On a tendance beaucoup à faire l'amalgame du centre collégial avec des étudiants et des professeurs qui font ça à temps partiel. Alors je vais un peu démystifier cette idée. Nous, on est une OBNL. Effectivement, on est affilié au Cégep de Sainte-Foy, mais on est une organisation d'une vingtaine d'employés qui sont tous issus plus ou moins du privé, avec des doctorants, des gens à la maîtrise, des baccalauréats, et avec tous les chapeaux d'expertise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et bien évidemment, on reçoit des stagiaires du Cégep de Sainte-Foy durant l'année pour bien évidemment la relève et l'expertise. Et ils vont travailler aussi sur les projets. Alors, ce processus d'affaires, il est bien évidemment collé sur l'industrie puisque la majorité de nos clients, ce sont des PME. Ça roule vite, les solutions sont demandées souvent rapidement pour des besoins ponctuels. Donc, notre processus est calé là-dessus. Vous voyez l'évaluation, il y a une qualification qui se fait en première rencontre. Et pour cette qualification-là, il y a aussi des fois des programmes de financement qui peuvent être attachés, comme par exemple, pour citer quelques exemples, la visite interactive du Paris CNRC, 20 heures de 150 $ que vous allez payer en tant qu'entreprise, qui est vraiment pas cher payé, pour en fait faire une veille, faire une recherche de technologie, aller un peu en amont avant de commencer un projet lorsque vous avez des questions où il y a un peu une confusion au niveau des techs. On a aussi, comme l'a mentionné Alex, mon succès numérique qui va de 50 à 35%. Donc ça, on va peut travailler avec vous sur des projets. Donc la veille technologique, et lorsque la technologie est existante sur le marché, on vous y réfère. On va jamais développer une technologie qui est existante. Ça fait partie de la mission du CIMI. On vous fait une proposition d'offre de service qu'on va rédiger à l'interne. On fait nous-mêmes le montage financier que vous allez approuver, puisqu'on est plus à même de le faire que vous. On les connaît, les programmes, on sait comment les monter, comment rédiger. Donc, pour avoir vraiment un succès au bout de la ligne, on va déposer le financement pour vous aussi, donc pour avoir un financement avantageux. Et lorsqu'on a l'accord, l'acceptation du projet, on va démarrer le projet avec une équipe du CIMI dédiée qui va vous accompagner tout le long du projet et vous allez pouvoir faire des rencontres selon vos disponibilités à la semaine, aux 2 semaines.
Alors, si on fait un petit résumé, pourquoi choisir le CIMI? Bien évidemment, lorsqu'on parle d'innovation, on parle de nouvelles technologies. La technologie est rapide en ce moment. On est un peu perdu. On est là pour dérisquer, pour accélérer vos projets, pour vous conseiller, bien évidemment, mais aussi pour vous apporter un support financier, réduire les délais et minimiser les risques. La propriété intellectuelle, un aspect intéressant pour souvent les startups. Donc la stratégie de pays est faite sur mesure par le CIMI. On ne garde pas automatiquement la propriété intellectuelle. On va même parfois vous la remettre complètement. C'est à voir selon le projet. Comme je vous l'ai mentionné, une équipe multidisciplinaire. Donc ce qui est important de mentionner, c'est qu'on a accès à des expertises neutres. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas de technologie à l'interne qu'on vend. Donc, dans ce temps-là, on ne pousse pas une tech précise, on va aller voir ce qu'il y a sur le marché. Si c'est pas existant, on va la développer en recherche et développement avec vous. Donc, ça, c'est assez intéressant pour avoir un regard neutre et transparent et impartial. Le financement avantageux, comme je vous en ai parlé, donc les sources de financement sont variées. On va aller voir ce qui est le plus pertinent et plus avantageux pour vous. On s'occupe de la gestion administrative qui est souvent périlleuse. Vous n'avez pas le temps. On est là pour ça. Et vous avez parfois accès au crédit d'impôt R&D. Donc ça, c'est important de le savoir. Beaucoup de compagnies ne font pas la demande. Et comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, la veille et le référencement, on a un écosystème, on connaît les différentes techs existantes, on peut vous référer lorsque la technologie est existante et que vous n'êtes pas au courant de cette technologie-là. Donc, vous pouvez scanner le QR code qu'il y a sur votre écran. Vous allez pouvoir me contacter. Vous avez un petit formulaire à remplir assez rapide pour pouvoir avoir une rencontre de préqualification. Vous allez aussi pouvoir aller sur le site internet du CIMI, cimi.ca. Vous allez voir nos projets, vous allez voir la variété des projets selon les expertises et selon les secteurs d'activité. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me contacter moindrement si vous avez une question ou des problématiques technologiques à résoudre. Il me fera plaisir de vous répondre. Je cède plutôt la parole à Vincent, qui est mon collègue, qui va vous présenter deux projets en technologie. Super. Et voilà. C'est bon. Je vais partir le partage. Ça, 5. Je vais vous présenter brièvement deux projets. Le premier, en collaboration avec le Port de Québec, pour mieux comprendre l'environnement sonore. Donc ici, c'est le secteur de L'Anse-au-Foulon à Québec. On regarde vers l'est. On voit l'île d'Orléans dans le fond, le château Frontenac. Mais si on change de perspective, on se rend compte que le secteur de L'Anse-au-Foulon du port de Québec est situé à moins de 500 mètres du plus grand complexe immobilier à Québec, les Jardins Mérici, et du quartier Sillery. Donc, on se rend vite compte que l'environnement sonore, c'est un enjeu assez critique dans ce secteur-là. Le port a déjà entrepris des actions, donc pour mitiguer le bruit. Par exemple, les camions vont faire des circuits en forme de boucle pour pas que les camions reculent. Et aussi, des machines qui étaient bruyantes ont simplement été mises au rencard. Par exemple, il y a encore des bruits qui sont inattendus. Donc, dans ce cas-là, ça se peut qu'il y ait des signalements de la part des citoyens au port de Québec. Le port de Québec a mis en place un processus de réponse à ces signalements-là. Ils vont enquêter et essayer de trouver la cause du bruit, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est évident. Donc, pour aider les responsables des signalements au port de Québec, on a développé un jumeau numérique 3D web. Donc, pour ce qu'on voit ici, c'est notre jumeau numérique. On voit le 3D qui vient d'études de Google Earth. On voit les navires en temps réel. Donc, on a un navire ici à gauche. Et on ne voulait pas seulement montrer, par exemple, le niveau de décibels de chacune des stations acoustiques qui est dans ce secteur-là. On voulait vraiment avoir une vue globale de tous les facteurs qui influencent l'environnement sonore. Donc, c'est les pastilles qu'on a ici à gauche. Par exemple, si le vent souffle vers les jardins Mérici, mais ça va amplifier le niveau sonore. Et on y va avec un code de couleur. Vert, ça n'influence pas beaucoup. Jaune, ça l'influence un peu. Et rouge, ça influence fortement l'environnement sonore. Donc, on peut cliquer sur chacune de ces pastilles-là à gauche. Et par exemple, si j'ai cliqué sur le niveau sur les stations acoustiques,
On voit par exemple que pour la station Marinier, on a dépassé le seuil avec 55 décibels et on a aussi une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui va étiqueter les bruits qui dépassent un certain seuil. Par exemple, le premier, c'est un navire, le deuxième, un avion, par exemple. Donc, ça, c'est pour avoir une vision en temps réel pour réagir rapidement si le niveau sonore excède certains seuils. Et on peut aussi aller dans le passé. Donc, par exemple, si un signalement d'un citoyen qui entre au port de Québec, un courriel, par exemple, donc le responsable des signalements peut créer un nouveau rapport entre une date de début et une date de fin. Donc, ça va rajouter une ligne dans ce tableau-là, puis on peut cliquer sur un de ces rapports-là et ça nous amène à cette vue ici. Donc, ça ressemble au temps réel. Une des différences, c'est le curseur temporel qu'on voit dans le bas. Donc, on peut cliquer sur Play et la scène va jouer, les bateaux vont se promener, donc toute l'information, les données vont se mettre à jour selon le moment qui est pointé par le curseur temporel. J'attire votre attention sur un tableau qui est très utile aux responsables des signalements. Donc, c'est un tableau où on va mettre les niveaux sonores en ordre décroissant de décibels. Donc, le responsable des signalements peut aller voir tout de suite, OK, bon, ben, à 8h57, c'est là que c'était le plus bruyant, mais c'était un animal. Donc, c'était peut-être une corneille, sacré fort, une corneille, à côté d'une station sonore. À 8h55, ah, ben, c'était probablement un bruit de train qui a causé le signalement. Donc, on a vraiment une vue un peu plus globale du port, de tout ce qui influence pour être capable de mieux répondre, de mieux enquêter, mieux répondre à des signalements citoyens. On offre également un tableau de bord. Donc, on peut sélectionner une année ou un mois ou une semaine en particulier et avoir une vision sur du long terme des tendances. Donc, par exemple, ici, pour un certain capteur acoustique, on voit qu'en avril, ici, dans notre tableau de chaleur, c'était plus élevé. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser ici pour ceux qui s'occupent de l'environnement sonore au port de Québec. On a un nouveau projet de recherche avec le PASS pour être capable d'identifier les activités euh, sur le port. Donc, par exemple, il y a un tas de sel. Donc, quand est-ce que ce tas de sel-là il est actif? Donc, que les camions se font charger de sel pour épandre sur les routes. Même chose pour les quais, chargement, déchargement. Le port, actuellement, n'a pas vraiment d'idée des actions qui sont au port de Québec, donc, c'est ça qu'on veut amener, donc vraiment une intelligence au niveau de savoir ce qui se passe sur le site du port à Lansoufla. Je vais vous présenter notre deuxième projet. On l'a mentionné un peu, GeoSylva. GeoSylva, c'est un outil de visualisation de changement sur le paysage. Donc, je vous invite à aller voir simi.ca /GeoSylva. C'est un outil principalement pour les consultations publiques pour les opérations forestières. Donc, comment ça se passe en ce moment? Ben, c'est des cartes interactives 2D. Ça peut être sur le web ou vraiment en présentiel. Donc, c'est des polygones en 2D avec une légende ici, par exemple, des coupes partielles, coupes de régénération, traitements culturaux de peuplement régénéré. Donc, c'est pas facile à comprendre vraiment qu'est-ce qui va se passer comme opération, à quoi ça va ressembler après sur le territoire. Les gens posent souvent des questions, oh, ben là, par exemple, pourquoi c'est pas de la régénération partout? C'est important de la régénération. Ou à partir de chez moi, de mon chalet, est-ce que je vais voir les coupes forestières ou non? On se rend compte que le jargon forestier utilisé, puis la présentation des cartes 2D, mais ça crée des barrières qui rendent difficile la compréhension de la planification forestière. Donc, l'objectif de GeoSylva, c'est d'améliorer la compréhension des changements à venir sur le paysage en passant de cartes 2D à un engin vraiment comme un jeu vidéo pour montrer avant et après les coupes forestières. Donc, l'utilisateur peut se promener partout où il veut, vraiment d'avoir une vue des opérations avant puis après. Ici, c'est une image prise dans le parc de la Jacques-Cartier, sur le sommet d'une montagne, dans un sentier. Et on a pris le même point de vue dans GeoCiva pour comparer la fidélité et on voit que ça colle assez bien à la réalité. Donc, à gauche, c'est notre engin GeoCiva. À droite, c'est une vraie photo. On montre, c'est ça, comme j'ai dit, on montre avant et
après les coupes forestières. Donc, les coupes forestières sont vraiment appliquées comme elles sont vraiment sur le terrain. Donc, ici, on voit un sentier de débardage. Puis, on va vraiment planter des petites plantes donc, qui n'ont pas été écrasées par les roues de la machinerie dans le sentier de débardage. Donc, on va à ce niveau-là dans la précision. On s'est amusé aussi, on a mis des éoliennes, donc ça peut servir pour voir avant puis après la construction d'éoliennes dans le paysage. Aussi pour les lignes de transmission. Donc ici, on invente une nouvelle ligne de transmission avec une emprise. On s'est amusé à faire des pistes de ski. Ici, c'est le Mont-Sainte-Anne, un des versants qui n'a pas de piste de ski. Donc, on s'est amusé à faire des nouvelles pistes de ski au Mont-Sainte-Anne, voir qu'est-ce que ça avait l'air. Et aussi, on a mis des nouveaux bâtiments au sommet. Donc, ça va montrer les changements dans le paysage. Les points clés de ces deux projets-là, c'est des projets de développement sur mesure qui répondaient vraiment aux problématiques de nos clients. Ces deux innovations-là ont été dérisquées par des subventions provinciales et fédérales. Et également, GeoSilva et le projet du port de Québec ont un impact important sur l'environnement et la société. Donc, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à nous écrire à moi et Nadia et à visiter notre site web CIMI